trouvais que j'avais plutôt bien géré le timing pour la première phase des travaux de cette 156 GTA, sachant qu'il aurait dû y avoir qu'une phase de toute façon. Et pour cette deuxième, que j'avais pas prévue, mais que elle oui apparemment. Pour ceux qui auraient perdu le fil de nos péripéties, voilà une séance de rappel. Le système d'embrayage sur cette voiture est tiré, et c'est la butée qui fait l'interface en étant clipsée dans le diaphragme. C'est cette petite coquine qui s'est barrée de là et qui va nous faire passer quelques heures de supplice pour tout redémonter et remplacer le kit qui logiquement a un défaut. Ah, c'est moins favorable quand même. Parce que la semaine prochaine il pleut, et en attendant il fait 3 degrés. Donc à choisir, on va s'arranger avec les 3 degrés. Et dans les 3 prochains jours, j'espère que j'aurai fait suffisamment de projets pour que mes aventures soient derrière moi. J'ai révisé mon pont, donc maintenant il craque plus. J'ai ressoudé un bon morceau que je trouvais moyen. Allez, je vais essayer d'arrêter de déprimer en voyant le verre à moitié plein. Je vais défaire un paquet de trucs que je venais juste de remonter. Au moins, ce sera pas grippé. Par contre, le truc moins cool, c'est que si c'est mal monté, il y aura que moi que je pourrais insulter. Mais vous constaterez qu'un peu plus tard, au moment d'attaquer des pièces que j'avais pas touchées, j'aurai largement de quoi me rattraper. La difficulté majeure de l'opération, c'est le démarreur pour la dépose de la boîte. J'ai expérimenté une méthode pas très courante, j'imagine. J'ai choisi de plutôt écarter le collecteur d'échappement, que j'ai déposé de la culasse. Ça a été vraiment la mouise parce qu'il a fallu que j'arrive à déposer aussi la sonde lambda dans cette position qui est là. Bon, j'ai dû la couper, mais c'est pas grave, je ressoudrai. Et là, voilà, les 2 vis du démarreur, je les ai enlevées. Manifestement, il n'y en a pas d'autres, hein. Ils bougent librement. Donc maintenant, on peut poursuivre sur le reste avec notamment la dépose du demi-train de ce côté. Merveilleux. On a donc déjà commencé à attaquer du démontage pas abordé durant l'épisode 1. C'est normal vu que cette fois, je vais déposer la boîte seule. Je peux déjà vous dire que ça fait partie des grandes décisions prises dans ma vie qui se sont avérées vraiment mauvaises. J'ai trouvé une très bonne manière pour relativiser les choses quand on travaille dans la zone des 0 degrés. Choisir un bidon avec un siphon en plastique qui a été installé là sûrement pour éviter que le bidon se vide trop vite en cas d'ouverture accidentelle. Là vous aurez froid, mais surtout vous aurez de l'huile plein les mains, et comble du bonheur, vous pataugerez dans ce merveilleux fluide visqueux pendant des jours. Franchement après, j'avais plus froid. Là c'était une bonne demi-heure plus tard et... franchement, je commençais à douter d'arriver à la sortir tout seul. Enfin, au bout d'un moment, il y a un truc qui s'est débloqué, je sais pas quoi, je sais pas comment, mais bref, voilà, elle était dehors et... une bonne chose de faite. C'était chiant à enlever, ce sera monstrueusement chiant à remettre. Oh la vache. Tout seul, je pense que je vais pas y arriver pour le remontage. Dans ma vie, j'ai rarement dit des choses aussi vraies. Il faut ranger le bordel, mais je vois plus rien maintenant. Évidemment, il n'y a rien de spécial à voir ici, à part que le circlip et la bague, je les ai foutus là-bas sur la jambe du pont. C'était désolidarisé comme on a pu le voir à l'endoscope. Donc bon, voilà, je peux l'enlever sans problème. Et maintenant on va se débarrasser de... Enfin non, pas maintenant, plus tard. Hein. On va se débarrasser de cette merde. Si vous voulez voir un embrayage qui a 150 km, voilà, ça ressemble à ça. Après, j'ai monté un kit neuf qui fait partie d'un autre lot de fabrication en espérant que le problème se reproduise pas.
Juste après, Pierre est arrivé pour m'aider à remonter la boîte. Merci Pierre. Et là, on en est au moment où je manipule la fourchette de boîte pour clipser la butée en place en espérant qu'elle reste là à vie. Ça peut pas y être plus que ça, hein. Ce qui fait chier, c'est que c'est tellement facile à mettre. On y est, hein. Ça fait clic-clic. Ouais, clic-clic facile, j'aurais préféré que ça résiste un peu plus, mais bon. Après, j'ai commencé à remonter des trucs et j'ai continué à rencontrer un certain nombre de galères que j'ai pas vraiment détaillées. Moi, j'ai quasiment rien filmé de ce que j'ai fait hier, mais c'était juste pénible et... Je finis par me dire que décidément la dépose moteur-boîte ensemble, c'est la meilleure solution dès qu'il y a quelque chose à faire sur cette voiture, comme par exemple vérifier le niveau d'huile. Exemple de galère, je vous avais dit qu'une des vis de fixation du triangle avait cassé malgré toutes mes précautions au moment du desserrage? Non, bah enfin maintenant vous savez, et vous savez aussi pourquoi je vais galérer comme un phoque durant les prochaines heures pour moi et les prochaines minutes pour vous. J'ai essayé de souder un écrou sur ce qui dépassait un certain nombre de fois, mais rien à faire, l'acier dans l'alu, c'est la cata. Après, bah, vous vous doutez bien que j'ai essayé de percer, mais là j'ai vite compris que j'allais y passer des mèches et des mèches et des mèches et des heures surtout, donc j'ai juste laissé tomber et je me suis résolu à demander à Autoshop de m'envoyer un triangle neuf. Passons maintenant joyeusement à une autre galère. Pour déposer la boîte, j'ai descendu le berceau de quelques centimètres, et je me suis aperçu au moment du remontage qu'un certain nombre de filetages étaient foirés. Et quand je dis un certain nombre, c'est quasiment tous. On peut en déduire que les précédents trous du cul qui ont fait ce que j'ai fait sont adeptes du serrage à la clé à choc à fond jusqu'à ce que ça tombe dans le vide. Ouais, j'ai dû le virer, hein, parce que le filetage était tellement mort. J'ai essayé d'en refaire un en rajoutant de la matière. Ouais. C'était mort. Donc je vais essayer d'en ressouder un autre. Et laissez-moi vous dire que ressouder un prisonnier dans une cavité dans laquelle on n'a aucun accès, c'est pas hyper facile. J'en ai chié. Ça c'est ma seconde tentative. À la première, au moment de tester un serrage costaud, la soudure a cassé et je me suis retrouvé à résoudre le nouveau casse-tête qui a été de récupérer l'écrou dessoudé qui tournait maintenant dans le vide en m'empêchant de récupérer ma vis. Vis qui est loin d'être courante et que je pouvais donc pas me résoudre à couper. Je tenais à vous dire que là je passais un très mauvais moment. Je sais pas quand ce moment va s'arrêter, mais c'est pas tout de suite parce que maintenant il faut que je dépose le berceau parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de vis qui étaient... Enfin, filetage qui était foiré. Les prisonniers, ils ont pris cher, je pense, lors du dernier montage par quelqu'un, qui n'est pas moi. Donc je me suis déjà occupé du prisonnier qui était là, mais ça, franchement, c'était pas grand-chose. Ça tient juste une plaque de rigidification. Là, c'est une des deux fixations du triangle. Et donc, bah, ça pue. Ça pue du cul. Au moins pour ce prisonnier-là, l'accès posait aucun problème. Donc déjà pour le retirer, j'ai pu y aller simplement en force. Et pour le ressouder, ça a été. Après, je suis passé à la pièce qui est prise en sandwich entre le berceau et la tôle qui supporte le mécanisme du levier de vitesse. Les deux filetages étaient pétés à ras, donc j'ai réparé ça. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc c'est ça que je suis en train de refaire.
Les deux vis étaient cassées sur le support. Alors là, je fabrique une vis conforme à l'original. Heureusement, j'avais quelques rares exemplaires avec le bon pas dans ma boîte de visserie démontée sur des voitures dorénavant à l'état de cube, sauf qu'évidemment, elles avaient ni la bonne longueur ni la bonne tête. C'est le moment de monter la puissance du poste au niveau maximal. Ensuite, en prévision de l'arrivée du triangle neuf, je me suis mis à démonter frénétiquement le demi-train avant gauche. Pour remplacer le triangle, il faut déposer le cardan. Et ça tombe bien, je me suis aperçu qu'un soufflet était déchiré. Ça vous fait peut-être rigoler de me voir galérer comme ça, mais quand le demi-train est plus sur la voiture, c'est nettement plus difficile pour desserrer les coups de cardan. Après, vu l'état de mes gants, j'ai préféré arrêter de filmer. On se retrouve directement le lendemain. Merci Autoshop d'être venu à ma rescousse parce que là j'en pouvais plus. Ça m'a évité de percer pendant des heures, de péter 26 forêts pour finalement me rendre compte que j'y arriverais pas. Donc triangle neuf, sachant que de toute façon, quand j'ai essayé de démonter la vis proprement, j'ai chauffé assez fort et à mon avis le cylindre en bloc de ce côté-là il est mort. Donc pas raison de plus d'arrêter les frais et de remplacer la pièce directement. J'ai remplacé mon soufflet quand j'avais un petit moment hier sur le cardan de ce côté justement parce que il faut le faire maintenant. Sinon il faut tout redémonter de nouveau. Et j'ai aussi reçu les flexibles de frein qui manquaient et ça va me permettre de remonter le circuit hydraulique et de purger. Et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir retester l'embrayage et voir s'il tient en place. Je rappelle que l'enjeu c'est quand même que si ça tient pas, tout est à refaire. Et qu'en plus, il y a la problématique de l'approvisionnement parce que il n'y a que Valeo qui fait ce kit. Bien. Avant de le remonter, je voulais quand même profiter de la place libre pour faire un autre truc. Je sais pas comment c'est possible, mais sur les canalisations de... C'est quoi là-bas? Direction assistée. Pour le refroidissement, il manque les cylindres en bloc. Donc je vais couper des tuyaux au bon diamètre et je pense que ça remplacera bien les cylindres en bloc d'origine. Voilà, ce tuyau-là, c'était impeccable pour le faire. Ça devrait plus bouger. Et oui, c'est lourd, donc j'en chie. Et donc vous savez ce qui va se passer par la suite? Cette façon d'assembler le demi-train, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de le mettre en place entièrement de cette façon. Il faut d'abord mettre en place le triangle, parce qu'en fait sinon les fixations, on peut pas les visser, elles sont de travers. Et ensuite réassembler tout le reste. Mais j'aurais essayé, voilà. Vous le savez, si vous avez besoin de le faire maintenant, ne faites pas comme ça. Voilà, comme ça c'est facile. Je me suis rappelé qu'il manquait une vis sur la fixation du triangle de ce côté. Et bon, j'ai dû en fabriquer une, parce que dans le commerce on ne trouve pas ça facilement. Et là j'en ai marre, il faut que je remonte ça. Donc à gauche c'est l'original et à droite c'est celle que j'ai fabriquée. J'ai soudé ça vraiment
à puissance maximale avec vraiment beaucoup de matière à rajouter. Et je pense que ça va être costaud. Et après, eh ben on fait pareil de l'autre côté. Rappelez-vous, lors de l'épisode 2, on avait remarqué que le triangle supérieur était à remplacer. C'est le seul truc qui a vraiment du jeu sur les trains roulants. Ça l'a fait en chauffant dur. C'était bien bloqué. Donc voilà, il est changé. C'était pas bien dur. Mais tout c'était d'arriver à enlever cette saloperie là. Allez, on remonte et on finit ce truc. Et rappelez-vous que le serrage des cils en bloc, ça se ferait suspension en contrainte uniquement. Tant qu'on est de ce côté, je vais remplacer les 2 galets d'accessoires dont les roulements sont un peu bruyants. Et pour en finir avec le système hydraulique, il nous reste ce flexible à remplacer. Ce qui va nous permettre d'enfin tester le fonctionnement du kit d'embrayage qui justifie à lui seul quasiment l'existence de ce 3e épisode. Retrouvons-nous maintenant après une petite purge. Voyons voir. Pour l'instant, ça n'a pas sauté. Encore un peu de la purge à faire. J'ai pas toute la course là. Mais pour l'instant, en tout cas, ça tient. Mais bon, l'autre fois, ça a bien tenu 150 km, hein, donc je vais continuer le remontage et il va falloir rouler pour savoir. Mais là, j'en peux plus pour l'instant. Je pense que je finirai demain. Il y a encore une pleine journée de remontage. Cette petite blague, ça m'a coûté, je crois, une pleine semaine de travail. À raison de au moins 6 heures par jour. Ouais, sans doute plus. Ouais. Et j'ai fait 2 fois l'embrayage sur cette voiture, en plus d'une dépose complète moteur. Donc c'est quand même pas très bien rentabilisé comme temps. On peut maintenant s'attaquer au problème qui me restait à résoudre au moment où la butée d'embrayage s'est suicidée. Mais bon, il y a quantité de voyants encore qui devraient normalement s'éteindre. Et des petits détails à régler comme l'énorme fuite d'échappement. Ça c'est un peu le problème avec ce genre de pont, c'est que ça interfère pas mal avec la ligne. Et là je dois dire que ça me... Ouais, ça facilite pas les choses. Hein. J'avais vissé de vieilles sondes lambda avant de le réinstaller lors de l'épisode 2 juste pour boucher les trous. Maintenant qu'on a les bonnes références envoyées par Autoshop, on va pouvoir les brancher au faisceau de la voiture et normalement se débarrasser d'un défaut répertorié par le CU moteur. J'ai jamais branché ces sondes lambda universelles avec les connecteurs fournis. Tout ça pour finalement que ça puisse pas vraiment être débranché facilement. J'avoue que je comprends pas bien, mais c'est pas grave, ça restera en place.
Et donc voilà les deux sondes de contrôle branchées au faisceau de l'alpha. Fort de mon expérience avec le système fourni par Bosch, je me suis empressé de ne pas l'utiliser pour la seconde sonde et de plutôt souder et isoler ça proprement. Ce qui est plus présentable et beaucoup plus rapide à faire. On peut maintenant passer à la problématique de la boîte à air qui était fissurée précédemment. Ça c'est la commande que j'avais passée à Roboco. On va pouvoir comparer si la boîte à air est effectivement, comme je le croyais, compatible avec la GTR. A priori mon intuition était bonne, les boîtes à air c'est grosso modo toutes les mêmes. Celle-ci, elle a été ouverte ici mais je m'en fiche. Moi je vais utiliser de la colle bicomposant pour la refermer ensuite. Ce qui m'intéresse c'est surtout cette pièce là. On voit que celle qu'on a reçue elle est en bon état et que les vis qui sont ici, on peut encore éventuellement essayer de les démonter sans les casser. Et c'est parti pour une petite session de colle bicomposant. Support de la boîte à air, le couvercle en entier qu'il faut que je recèle. Ça se met comme ça. Il y a un morceau ici du carter inférieur moteur. On aura donc une boîte à air étanche. C'est bien, mais si on avait un demi-mètre fonctionnel, ce serait mieux. En voilà un neuf, on va espérer que la voiture ne cale plus quand il est branché, ce qui était le cas avec l'ancienne pièce pour rappel. Après lecture et effacement des défauts présents, on est parti pour retester. Ok, ça c'est bon, par contre... ABS et Traction Control, c'est toujours en défaut. Je me demande si notre problème d'ABS viendrait pas de là. Il manque une vis sur celui-là et moi j'y ai pas touché, donc quelqu'un l'a enlevé il y a longtemps. Donc j'en ai trouvé une autre là. Et on va voir ce qui se passe. Bon, j'étais peut-être pas si loin que ça de la vérité parce que j'ai testé la continuité et sur ce fusible... il n'y a rien, ça. Donc je l'ai remplacé par un que j'avais en stock. Et on va voir ce que ça donne. Ok, là rien. On démarre. Elle m'a mis problème d'ABS, chose que j'avais jamais vue jusqu'à présent. Je crois que c'est bon, hein. Les voyants sont éteints. Yes. Et ben voilà. Cool. La fin demain. J'arrête pour ce soir, il est temps de ranger. Et demain ce sera bon pour tester et voir si ça se déboîte dès les premiers kilomètres ou au bout de quelques centaines. Magnifique journée, n'est-ce pas? Il est temps d'en finir avec Grognasse, c'est son nouveau surnom. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Il y a une roue qui perd de l'air, donc je vais m'occuper de ça. Bac à batterie, je vais refaire quand même une dernière purge des freins avant pour être sûr de ne pas avoir à m'y reprendre plus tard. Je remonte la boîte à air. Il y a la biellette aussi de réglage de hauteur des phares. D'ailleurs, les phares. On va peut-être s'en occuper tout de suite après. J'ai reçu quelques pièces pour corriger le dernier problème technique qui nous resterait si l'embrayage ne s'atomise pas lui-même. Elle sans doute pas le croire, mais sans ampoule, ça ne peut pas fonctionner. Je viens d'en mettre une et bon, là ça fonctionne. La question que ça règle pas, c'est que par contre il y avait bien des ampoules sur le système Xenon. Je vais voir si j'en ai d'autres pour tester.
Mais la coïncidence est quand même grande. De l'autre côté, c'est pareil. Et non, c'est pas pareil. De l'autre côté, je vois bien l'ampoule de feu de position. Mais je suppose qu'elle est morte. Et effectivement, elle l'était. Donc on a récupéré nos 2 feux de position, mais il nous restait encore les feux de croisement qui fonctionnaient toujours pas. On va pas tout changer d'un coup parce qu'il faudrait que je sache ce qui déconne entre le ballast et l'allumeur. Donc on va commencer par l'allumeur, pour moi c'est la piste la plus probable. Bah, ça a l'air d'être une vraie grosse misère. Hein. Il faut complètement ouvrir le phare. Bah finalement on va commencer par le ballast parce que là il y en a pour un sacré moment. Ça au moins c'est rapide. Et ben voilà. Dans l'ensemble, il y aura vraiment que l'embrayage qui nous aura fait chier sur cette voiture. Sauf que vu le temps passé pour reprendre ça et les galères que ça a entraîné, je dois dire que j'ai développé un ressentiment envers elle. Je lui en veux. Et je sens que la confiance va avoir du mal à se réinstaller entre nous. C'est qu'une bagnole, hein. Mais je ne suis qu'un homme. Ça a beau être une grognasse, elle est quand même vraiment canon cette caisse, je trouve. On va faire exactement la même chose que lorsque le drame est arrivé. Est-ce que ça se voit que je flippe à mort à chaque fois que je dois embrayer pour changer de rapport? On est allé plus loin que, que la dernière fois. Là, c'est la première fois que j'arrive à la conduire sans aucun défaut et avec un débitmètre fonctionnel. Je suis pas prêt de faire du passage de rapport à la volée façon drag race parce que ouais, psychologiquement ça a fait son effet quand même. Peut-être que je finirai par oublier, mais j'en suis même pas sûr. Quelle santé il a ce moteur. Demain je vais aller chercher autre chose qui est censé s'en approcher, mais à mon avis ça va être bien en deçà de ça. Faut dire qu'en son genre ce V6 là il est quand même exceptionnel. Et puis la petite pause réglementaire à mi-trajet m'a permis de remarquer un problème qui était pas si inaperçu jusqu'à présent. Ça. Là j'étais vraiment pas tranquille, je voulais plus rouler avec. Je vous la démarre, vous allez comprendre de quoi il s'agit, je pense. La poulie dampeur, elle est en train de se dessertir. Voilà notre pièce de remplacement, c'est rigoureusement la même à l'exception du fait que celle-là elle est monobloc, elle n'est pas amortie. Au moins le moteur va pas casser à cause de ça quoi. Parce que ça peut vraiment mal tourner cette histoire. J'espère que je vais pouvoir retirer la vis sans trop de problèmes.
Comme on s'est occupé des choses essentielles, on peut s'offrir quelques minutes de superflu avec un rapide nettoyage de l'intérieur qui était encore un peu moisi. Si à l'avant la différence après intervention est pas forcément super flagrante, à l'arrière on était à la limite de la crise bactériologique. Le problème c'est que la banquette est restée repliée pendant des années, l'humidité s'est jamais évacuée et voilà ce que ça a donné. Malheureusement, dans cette configuration, il n'y a pas que le moisi qui s'est développé, mais aussi un problème avec les déformations du cuir. Mais peut-être que d'ici un été ou deux et de bonne chaleur, ça se retendra correctement. A mon sens, le style intérieur des 156 est aussi réussi que l'extérieur, mais je doute que les stylistes qui ont pondu ça s'attendaient à ce que les matériaux employés pour le matérialiser soient aussi minables. Oui, il y a du revêtement qui colle par-ci par-là, mais même ailleurs, c'est pas très valorisant. Alors ça surprendra personne et j'enfonce une porte ouverte, mais on est surtout là pour l'expérience mécanique. Et à ce niveau, difficile d'être déçu. C'est simple, je vois pas de meilleur V6 et pourtant j'en connais des bons. La sonorité est sympa, mais on n'a plus affaire à une symphonie comme c'était le cas quand il pouvait librement respirer, comme sur les GT V6 par exemple. Mais il se rattrape avec son incomparable rage à tous les régimes, du punch partout, jusqu'à la zone rouge. C'est assez peu commun pour être signalé et salué. Alors merci Alpha d'avoir pondu cet écrin pour une mécanique d'exception. Elle m'aura bien broyé les parties, mais ça fait partie du jeu. Voilà. J'espère secrètement que vous n'entendrez plus jamais parler de cette voiture. Pas en mal en tout cas, parce que moi j'en ai marre. Fini. Je vais la laisser dans un coin et ne plus y toucher en état de fonctionnement. Et comme ça, elle ne pourra plus être en panne. C'est souvent malheureusement comme ça que ça se finit avec ce genre de voiture, je crois. Donc je vous dis à la prochaine avec une autre. Jusqu'à peut-être un jour où j'aurai oublié tous ces malheurs, puisque le temps efface tous les mauvais souvenirs, comme vous le savez. Allez, ciao! Il me manque une vis pour remettre la sœur. Ah merde, c'est pas le même filetage.